Bien, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous. Voilà, je suis très heureux donc d'ouvrir ce séminaire, cet après-midi de travail euh, autour des filières maladies rares de l'APHP. Et nous nous réunissons, comme ça ne vous a pas échappé, donc la veille de la journée internationale qui aura lieu demain samedi, mais nous avons considéré que vous réunir un samedi n'était pas forcément une bonne idée. Je voudrais remercier la DST et la DRCI d'avoir pris cette initiative voilà, de penser, d'organiser et de réunir ce séminaire aujourd'hui. On pourrait même se dire honnêtement qu'il était temps qu'il y ait comme ça un temps de, voilà, de travail collectif, même si ça a pu exister peut-être dans des temps plus anciens, et que voilà, il n'était que temps, tant précisément la prise en charge des maladies rares constitue, comment le dire, un peu au cœur de l'ADN de la PHP et de notre finalement place assez singulière dans le paysage médico-scientifique national et même européen quand on regarde ce qui se fait ici à la paix. 391 centres labellisés répartis entre 28 établissements de la paix et parmi ces 391, 71 centres coordonnateurs et 133 centres consécutifs. C'est aussi la coordination de 11 des 23 filières nationales et c'est aussi la coordination de 5 des 24 ERN européens. Donc c'est un engagement extrêmement fort, historique, de l'AP, de ses équipes dans le champ des maladies rares, qui renvoie finalement à ce qu'est profondément notre vocation d'expertise et de recours. Car les maladies rares, c'est un peu la quintessence, la singularité, la force du modèle HU, hospitalo-universitaire, français, au croisement bien sûr de la recherche et du soin, et sans lequel, j'y reviendrai peut-être à la fin, sans cette force du public et des CHU, ces millions de patients atteints de ces maladies seraient et resteraient aujourd'hui encore sans diagnostic, sans prise en charge et sans perspective. Ces maladies sont rares, mais les malades atteints de ces maladies, eux, ne sont pas rares. Ce sont des millions de patients concernés. On en compte environ 3 millions en France, 30 millions en Europe, et semble-t-il à peu près 300 millions à l'échelle mondiale. Et l'enjeu de santé publique est d'autant plus majeur que derrière chaque diagnostic se cache, on le sait, et vous êtes mieux placés que tous pour le savoir, un parcours extrêmement long, très compliqué, très éprouvant pour ces patients, leurs familles, avec ce phénomène d'errance diagnostique, confronté à la rareté des expertises, peut-être à l'insuffisance des moyens et des ressources, mais aussi à cette fragmentation des soins quand il n'y a pas ce travail de mise en coordination, et un besoin d'innovation dont on voit bien qu'il est d'autant plus aigu que ces maladies nécessitent de faire de la recherche et que nous savons que les industriels sont peu présents sur ces segments sur lesquels les perspectives économiques sont évidemment limitées. La France, je crois, a su répondre à cet enjeu depuis longtemps, une vingtaine d'années maintenant, par une succession de plans. Le premier remonte à 2005. 20 ans donc de progrès continu, plan après plan, avec les centres de référence, la BNDMR, encore les PEMR. Et il reste évidemment encore beaucoup à faire. Et ce sera voilà, notamment ce qui nous attend dans le cadre du quatrième plan, qui est maintenant, entre guillemets, connu depuis 2025, pour la période 2025-2028. Et la professeure Agnès Linglard, qui a été l'un des deux pilotes avec Guillaume Canot de ce plan, nous en présentera les principales mesures dans un instant. Et je la remercie évidemment de cela, et je la remercie aussi d'avoir accepté la mission que nous avons souhaité lui confier d'animer un COPIL maladie rare pour la PHP, COPIL dont le travail sera de voir comment la PHP décline en son sein ce quatrième plan national. Et évidemment, nous avons, de par notre rôle, notre place, notre force, évidemment, un rôle à jouer et une responsabilité à relever face à ces enjeux et à cette ambition que nous devons porter.
Être plus ambitieux pour les maladies rares, c'est aussi, je l'ai dit rapidement, c'est aussi s'en donner davantage les moyens pour permettre à nos centres de référence de pouvoir faire plus et mieux. Et je veux revenir juste d'un mot pour le remettre en perspective sur ce que j'ai souhaité faire en peu de temps après mon arrivée, notamment sur les crédits que nous recevons, qui sont importants au titre des MIG, de telle sorte que ces crédits soient pleinement mobilisés au bénéfice de nos centres, en mettant fin à des règles de gestion et de pratiques d'affectation qui étaient, on peut le dire, disparates d'un GHU à l'autre, et parfois disparates au point que certains centres pouvaient ne recevoir que la moitié des crédits qui leur étaient destinés. Nous avons mis les choses, je dirais, en ordre sur la base de règles plus claires, qui s'appliquent, je l'espère en tout cas, même s'il faut toujours regarder dans le détail, partout de la même manière au sein des GHU, et en appliquant strictement la recommandation nationale de caler les frais de gestion à 18% et pas davantage, avec une montée à la cible progressive, mais qui a permis quand même en 2 ans, sur 24 et 25, qui ont été les 2 premières années de montée en charge, nous avons pu créer 200 ETP supplémentaires dans les centres, dont 50 postes plein temps de médecins, soit une augmentation très significative de ces effectifs. Et cette mise à niveau n'est pas terminée, puisqu'elle se poursuivra avec, dans les maquettes 2026 qui ont été négociées en local, 50 créations d'emplois supplémentaires dans les centres de référence de l'AP. Ces moyens permettront de monter en charge sur le plan clinique, mais aussi de la recherche. Et là encore, je pense que dans le champ de la recherche, l'AP est particulièrement motrice, car la spécificité des maladies rares nécessite d'adapter l'accompagnement des investigateurs, par exemple sur des aspects de méthodologie des essais cliniques pour lesquels les URC et la DRCI développent une expertise particulière. L'institution est également mobilisée pour essayer d'avancer dans des domaines d'excellence connexes, je pense au MTI, sur lequel nous avons annoncé dans ce même amphithéâtre la semaine dernière, sous l'égide de Laure Bocquet, toute une série, une stratégie, une démarche coordonnée autour de beaucoup d'actions qui porteront là encore sur l'accès aux soins et aux produits de thérapie innovantes, mais aussi de pouvoir se donner davantage de moyens de pouvoir développer de nouveaux produits, de nouveaux MTI, autour notamment de la création d'un fonds d'amorçage doté de, à minima, 5 millions d'euros, puisque le reste devrait être cherché par mécénat, mais qui sera évidemment reconstitué dès lors que les crédits seront épuisés, puisque je pense qu'ils s'épuiseront vite pour pouvoir accompagner des projets dont on sait qu'ils sont coûteux. L'AP, c'est aussi la capacité de mettre à profit une innovation académique de thérapie cellulaire développée en son sein, et pour des indications thérapeutiques rares ou ultra rares, et cette vision plurielle et transversale est assurément l'une des grandes forces de l'AP. Alors vous êtes nombreux, enfin vous arrivez les uns après les autres, mais aujourd'hui, et donc je considère que ça signifie que l'ensemble des acteurs aujourd'hui engagés autour des maladies rares ont répondu présent. Je vous en remercie. Je pense que cette mobilisation collective doit être saluée, doit être entretenue dans ce format collectif, et nous permettra, en tout cas cet après-midi, d'avoir une richesse dans les interventions, les échanges tout au long de cet après-midi autour des enjeux du diagnostic et de parcours, recherche et innovation. Et puis après, à l'étage, se sont installés des posters scientifiques et des stands. Et puis enfin, une table ronde qui réunira les professionnels de la paix et les patients partenaires. Et puis enfin, nous aurons un temps de clôture avec M. Plançon, qui est le président de l'Alliance nationale des maladies rares, que je salue également. Et ces séquences, forcément, mettront en lumière le fait que cet engagement ne peut se faire sans les patients et les associations qui les représentent. Je pense que vous n'êtes pas seulement des interlocuteurs en tant que patients, associations concernées, pas seulement concertés, vous êtes partie prenante de tout ce que nous faisons, des efforts et des politiques que nous développons, et je pense que votre présence est extrêmement importante pour nous aider à bouger et à améliorer les choses. Je voudrais terminer en
en disant que je pense que l'AP-HP et tous les centres de référence de l'AP-HP peuvent être fiers de ce que ils font et nous faisons au quotidien. Je le dis notamment, je ne sais pas si vous lisez la presse, enfin, j'ai lu moi ce matin dans le Figaro Magazine une expression d'ailleurs de quelqu'un qui a marqué le sujet des maladies rares et qui est très connu au sein de l'AP, qui met en doute la manière dont les hôpitaux publics et les CHU font vivre cette compétence et cette politique en considérant que le privé ferait beaucoup mieux. Voilà. D'abord, moi j'attends de voir que le privé s'intéresse aux maladies rares. Et moi je sais le travail que vous faites. Je sais voilà, l'investissement collectif que nous mettons dans cette politique et dans ces dispositifs et dans ces filières absolument indispensables. Et voilà, je vais me donner attendre quelques heures pour réunir les éléments, mais je ne laisserai pas dire que le public, les CHU, la PHP n'est pas au rendez-vous et ne fait pas tout ce que nous pouvons faire avec des moyens qui, évidemment, ne permettent pas de recevoir tout le monde dans les 2 jours. Sinon, ce serait formidable. Mais qu'avec les moyens que nous avons, voilà, je pense que nous faisons beaucoup et du mieux possible. Voilà, donc je voulais vraiment partager avec vous ce message, y insister, vous saluer et vous remercier tous pour votre présence et les travaux qui démarrent. Je passe la parole à Rémi Salomon. Bien, je vais essayer d'être plus court. Le directeur général a dit beaucoup de choses, mais je tenais quand même à partager avec vous ce moment. Je pense qu'effectivement, il était bien qu'il y ait un temps partagé sur les maladies rares, comme l'a dit Nicolas Revel. L'AP-HP est un endroit particulier par le nombre de centres de référence, de médecins, et pas que des médecins, hein, beaucoup de professions autour du soin, du diagnostic dans les laboratoires, qui sont très investis sur cette question. Et donc moi j'ai vu, depuis, j'arrive un peu à la fin de ma carrière, mais j'ai vu effectivement les choses évoluer d'une manière assez enthousiasmante, hein, de voir les maladies rares, on les prend en charge depuis toujours, et nos aînés, et l'hôpital public, hein, pour reprendre vos mots, a joué un rôle absolument déterminant pour arriver à ce que l'on sait faire aujourd'hui. Il y a encore, dans les années qui viennent, beaucoup encore à faire. Mais si on a pu, et dans le domaine de la génétique, qui est celui des maladies rénales, pour ce qui me concerne particulièrement, si on a pu faire tout ça, c'est parce que nos aînés, dans les années 60, 70, 80, enfin dans toutes les décennies précédentes, à l'hôpital public, dans le CHU, ont pu prendre en charge les patients, décrire des cohortes de patients, commencer à prélever dans les années 80 de l'ADN pour ensuite permettre d'identifier les gènes et mieux comprendre les pathologies. Et on le voit, on commence même à entrevoir et à voir même très concrètement des premières thérapeutiques voir le jour. Donc tout ça, c'est l'historique du CHU par essence. Les centres de référence maladies rares, comme le DG l'a rappelé, c'est depuis une bonne vingtaine d'années. J'ai participé à cette aventure et j'ai vu tout ce que ça a pu apporter, là aussi, à nouveau, hein, dans les CHU, partout en France. Et la France était souvent citée en exemple, hein, en Europe, dans ce que nous avions pu faire collectivement. Et donc c'était à la fois des moyens donnés en plus, mais aussi des organisations, la capacité de se réunir, de former des réseaux et de décider ensemble de quelle manière, hein, on parle du parcours complexe, comme l'a dit Nicolas Revel, le parcours complexe, de voir de quelle manière on pouvait améliorer et le diagnostic et la prise en charge. Et à nouveau, la prise en charge, elle est extrêmement complexe et il n'y a que au CHU qu'on sait faire ça, c'est-à-dire réunir les différents professionnels, évidemment les médecins en premier, mais aussi les diététiciens, enfin tous les métiers paramédicaux, hein, qui tournent autour. Je le vois, moi, au jour le jour dans mon service, à quel point c'est un investissement collectif. Et évidemment, tout ça est complexe. Mais je pense qu'on a vraiment progressé ces 20 dernières années avec cette proposition donc, de s'organiser en centre de référence, centre de compétences, etc. Éviter l'errance diagnostique, aller plus vite. Peut-être une initiative également de la PHP, donc je me félicite et je remercie le directeur général d'avoir, sur la question du financement, apporté plus de transparence et de faire en sorte que les crédits arrivent jusqu'au bout, à l'endroit où ils sont et pour les missions pour lesquelles ils sont destinés. Donc ça, j'ai vécu aussi, je regarde Michel, Agnès, effectivement, on a, dans les années passées, eu des lettres qu'on a pu écrire de temps en temps pour dire que sur ce point, on n'y était pas. Et donc là, c'est un pas vraiment important et merci pour ça.
Vous avez cité évidemment pour les traitements, je regarde leur bouquet, l'initiative récente depuis un an, sous l'initiative et le pilotage de leur bouquet, de tous les gens qui à la PHP sont investis et impliqués dans ces thérapies innovantes. Également sur le diagnostic, la génomique. Vous avez effectivement, nous avons missionné Xavier Jeannemette pour voir comment améliorer aussi le génotypage. Avec également, et les maladies rares, c'est aussi des enjeux, des questions qu'on doit se poser, des questions même éthiques, de savoir faire un génotypage, c'est très simple. Il suffit d'avoir la machine, on met un peu de sang dans la machine et on a le génotype. Mais il faut savoir quelles sont les indications, comment les poser. Et donc ça, c'est toute une organisation aussi. Et puis ensuite, il faut savoir interpréter les résultats. Et juste pour faire une petite aussi public-privé, beaucoup de labos privés font du génotypage de plus en plus. Sauf que si c'est juste pour rendre un résultat brut comme ça ne sert à rien. Même c'est pire que ça ne sert à rien. Ça peut générer de l'angoisse parce que les gens sont face à un résultat qui peut effectivement les inquiéter beaucoup. Donc il faut à la fois qu'on se pose la question de savoir dans quelle indication on fait le génotypage. Et je pense que sur les propositions de faire le génotypage très très large, il faut faire attention à ce qu'on fait parce qu'on peut générer plus d'inquiétudes que de services rendus. Et puis ensuite, les labos privés, pour le moment, ils ne font que la partie technique et très peu le reste. Donc, pour terminer, peut-être dire un mot des traitements. Ça a été beaucoup discuté récemment. Donc, sur les 7000 maladies génétiques, pour le moment, il y en a très peu, mais ça commence et c'est vrai que c'est hyper... Voilà, moi je vois pour quelques patients qui passent dans mon service le changement de paradigme pour se dire que certes ces patients peuvent avoir, et on espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à voir leur vie changée par la thérapie génique ou d'autres thérapies innovantes. Mais il y a un petit souci, c'est que ça coûte extrêmement cher. C'est des industriels qui sont pas toujours, qui peuvent ne pas s'investir dans ces sujets. Donc il y a un vrai sujet de soutenabilité. Et un sujet éthique aussi, d'accès à ce type de thérapie. Donc je pense que là, c'est un sujet qu'on doit se poser collectivement. Et je me félicite aussi que la PHP ait posé ces questions très clairement. Et enfin, pour terminer, sur les données, c'est aussi un point important, les données de santé qui sont nécessaires quand on veut, par exemple, évaluer l'intérêt d'un nouveau traitement. Puisqu'on va, et on se félicite de pouvoir aller plus vite, d'avoir des accès, finalement, un fast-track, c'est-à-dire la possibilité d'avoir accès à ces traitements plus vite que les procédures habituelles, ça c'est bien, mais il faut quand même qu'on puisse se donner les moyens, dans les mois et les années qui suivent, d'évaluer de manière la plus rigoureuse possible, scientifique possible, l'intérêt de ces traitements. Voilà, ce qui coûte très cher, on espère qu'on pourra faire baisser le prix, mais il faut être capable de les évaluer. Donc, je terminerai avec ces mots en vous remerciant et vraiment très heureux de partager avec vous cette première journée sur les maladies rares. Et je vous souhaite à tous un bon séminaire.